L'Arctique, un conflit incertain. Depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles, la température terrestre augmente considérablement, et ce phénomène n'est pas près de s'estomper. Des recherches portent à croire qu'il n'y aurait plus de glace des mers durant la période estivale d'ici 2050. Cette fonte de la glace occasionnée par le réchauffement climatique ouvre une nouvelle porte aux nations concernées quant à l'accessibilité des ressources naturelles. Celles-ci sont donc convoitées par les pays riverains, qui ont tous des intérêts communs sur l'exploitation de ces richesses naturelles. Certes, les revendications varient selon chaque pays impliqué. Or, les intérêts sont propres à chaque acteur et tendent à provoquer certaines tensions, autant économiques, sociales, environnementales, territoriales et politiques. L'intérêt envers l'Arctique date de plusieurs décennies, sinon siècles, au sens où on l'a découvert plusieurs centaines d'années. L'intérêt a toujours été variable selon la situation, les intérêts des grandes puissances ou du développement des ressources climatiques, des ressources énergétiques, et récemment avec le réchauffement climatique. On en entend beaucoup parler depuis la fin des années 90 de l'Arctique en raison de la fonte des glaces. Mais c'est pas vrai qu'avant ce moment-là, il ne se passait rien en Arctique. Il y a des populations qui habitent là depuis des centaines d'années. Il y a eu des affrontements militaires pendant la guerre froide, c'est-à-dire lorsque l'Union soviétique et les États-Unis compétitionnaient pour les sphères d'influence dans le monde. La présence de sous-marins nucléaires soviétiques et américains dans le Grand Nord faisait partie des choses courantes parce qu'on voulait vraiment contrôler l'ensemble du territoire. Donc, selon les fluctuations d'intérêt ou les sujets, les enjeux politiques, il y a toujours eu un intérêt. C'est sa nature qui a vraiment varié à travers le temps. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte différent de celui de la guerre froide, au sens où ce n'est pas une rivalité militaire directement qui est au cœur des enjeux principaux de l'Arctique, c'est bien sûr le développement économique de la région. Il est question d'un grand compromis à faire en Arctique. Pour ceux habitant l'Arctique, comme le maire Steve Omichuk de Point Hope en Alaska, il n'y a pas de réponse facile. Les gens ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'une économie forte, mais ils ont également le devoir de protéger leur identité culturelle. Évidemment, l'exploitation pétrolière créerait de l'emploi, mais Steve précise que la communauté va toujours dépendre de la vie marine. L'océan veille sur nous, et les animaux font partie intégrante de notre identité culturelle. En effet, les communautés habitant l'Arctique depuis des siècles sont énormément affectées par la fonte des glaces. Ils doivent s'adapter aux impacts du réchauffement climatique, tels que la fonte de la banquise, la fonte du pergélisol et l'extinction de certaines espèces jadis vitales pour ces communautés. Cependant, les pays industrialisés ont un intérêt vis-à-vis de la région polaire arctique, et ce, pour plusieurs raisons. Afin d'éviter un conflit interétatique, les pays entourant l'Arctique se sont réunis afin d'entamer une procédure de négociation qui est aujourd'hui appelée le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique est créé en 1996, entre autres par l'initiative canadienne. Ça inclut tous les pays riverains, tous les pays dont une partie de leur territoire est dans l'espace arctique. Ils sont 8 seulement. Et leurs enjeux ne sont pas militaires. Le Conseil de l'Arctique ne s'occupe pas de sécurité, il s'occupe de développement durable, de l'environnement, du développement économique et des ressources. C'est ça son principal objectif. C'est ça ses sujets, disons, de discussion hebdomadaire ou mensuelle. Pourquoi en fin des années 90? Justement face au réchauffement climatique, face à la problématique économique, sociale, culturelle qui se développe dans la région, qu'on a créé cette instance-là parce qu'on s'est dit qu'il faut mieux coordonner nos efforts. Effectivement, le Conseil de l'Arctique permet aux nations participantes de discuter et de négocier des enjeux internationaux. À vrai dire, les intérêts des membres du Conseil est de nature économique avant toute chose. La possibilité d'un conflit militaire est donc négligeable, étant donné que le Conseil a pour mandat de gérer les négociations. Il faut donc comprendre que les manœuvres des États en Arctique ne sont pas en vue d'un conflit militaire, mais au contraire en vue de coopération. L'assertion militaire russe, par exemple, quand ils ont déposé le drapeau russe sur le pôle Nord, c'est essentiellement pour revendiquer le territoire, pour exploiter les ressources. Ce n'est pas pour faire la guerre aux Américains.
nature des budgets militaires, que ce soit en recherche et sauvetage, en brise-glace, n'est pas de type offensif. Ce ne sont pas des moyens qui vont nous permettre d'envahir un autre pays et de littéralement s'imposer par la force. Sinon, le Canada aurait développé des sous-marins nucléaires, ce qu'on n'a pas, des avions de combat, ce qu'on va développer, mais pas pour la région arctique, qui vont être plus axés pour les opérations avec les États-Unis et ailleurs dans le monde. On aurait développé possiblement des navires qui peuvent constamment, à l'année longue, être dans les régions arctiques avec des moyens militaires. Or, les brise-glaces n'auront pas des moyens offensifs et il va y en avoir un, peut-être deux au Canada. Certainement, les dépenses canadiennes globales sont davantage axées sur un palier de coopération, et ce courant semble être réciproque pour chaque pays concerné. Dans ce vent de communion, les dépenses militaires sont basées sur la sécurité, comme par exemple, pour le naufrage d'un cargo, les autorités doivent avoir les technologies adéquates pour atteindre ces régions souvent éloignées, voire à des milliers de kilomètres. On n'est pas dans une logique là, où on veut s'autoconquérir. On développe des moyens de communication, de coordination pour qu'on vienne, pour développer l'expertise, la capacité de venir prêter main forte, par exemple, à des navires qui s'échouent, à des populations qui sont affectées par des déversements pétroliers, à des populations prises dans les glaces, etc. Donc, bref, il y a une logique de coopération, beaucoup plus qu'une logique de confrontation militaire dans l'Arctique. Si votre question c'est est-ce que les Russes vont envahir le territoire souverain canadien pour exploiter des ressources naturelles, j'en doute. Maintenant, il se peut que des tensions se créent à l'intérieur même d'un pays afin de savoir quel sera le budget alloué à l'exploitation des ressources. Dans un autre sens, le budget militaire dans l'Arctique peut également être consacré à l'exploration ainsi qu'à l'occupation. Donc, les trois grandes puissances présentes dans l'Arctique, soit le Canada, les États-Unis et la Russie, ont découvert que 95% des ressources se retrouvant en Arctique sont dans les zones économiques exclusives, ceci écartant les possibilités de conflits armés. C'était dans cet esprit-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans une confrontation aussi hostile entre la Russie et les États-Unis. En fait, les États-Unis s'intéressent beaucoup moins à l'Arctique présentement qu'ils ne le faisaient à l'époque d'un point de vue militaire. Aujourd'hui, ils s'y intéressent beaucoup plus d'un point de vue économique. Selon les estimations actuellement, 95% des ressources pas exploitées, mais qui peuvent être exploitées dans l'avenir, sont à l'intérieur des zones exclusives économiques, des zones économiques exclusives. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même une fraction seulement de ces territoires-là qui, éventuellement, pourraient amener à des rivalités, mais c'est quand même spéculatif parce que c'est fort possible que d'ici là, on ait résolu ces frontières-là. On se soit entendu sur une délimitation, par exemple, à mi-chemin entre deux pays, selon s'il y a des ressources. Parce que s'il n'y a pas de ressources, les pressions pour vraiment arriver à un accord, pour savoir où la limite de l'un, la frontière de l'un s'arrête et où l'autre commence, il n'y aura pas de pression s'il n'y a pas de ressources qu'on pense. Parce que c'est toujours ça. Il faut faire d'abord l'exploration avant de faire l'exploitation. Dans un sens plus large, ça répond à deux enjeux. Le principal, c'est le partage des ressources maritimes. Donc, que ce soit les ressources organiques, comme tout ce qui est présent en mer, en haute mer, les ressources halieutiques, poissons, mais aussi les fonds marins, et les ressources inorganiques, par exemple, le pétrole. Donc, ça peut répondre en partie à cet enjeu-là et aussi à l'enjeu du droit de passage, donc la gestion des droits de passage, notamment en Arctique, que ce soit le passage du Nord-Ouest ou le passage du Nord-Est. Mais la zone économique exclusive, elle est régie majoritairement par la Convention des Nations unies pour les droits de la mer, qui a été signée en 1982, mise en vigueur, mise en application en 1994. Il y a autour de 150 États qui sont membres de cette convention-là. Évidemment, des États avec des ouvertures sur la mer, donc qui ont cette possibilité-là d'avoir une zone économique exclusive le long de leur littoral. Depuis la fin du 20e siècle,
on remarque une fonte importante et inhabituelle de la banquise en Arctique. Ce qui est le plus à craindre n'est pas un conflit interétatique, mais c'est le bien-être de la Terre. Pour s'y faire, les pays devront se raccommoder sur le fait d'accomplir une exploitation des ressources de manière responsable. Ceci aura pour effet de préserver la faune et la flore, ainsi que de respecter les peuples autochtones vivant sur ce territoire. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fils.